Bonjour, c'est Guillaume. Alors, on va recommencer. Alors, bonjour, mon nom est Marie-France Benoît. Moi, je suis du comité vigilance et hydrocarbures de Saint-Bonaventure, avec d'autres collègues qui sont ici. Alors, c'est la suite du programme d'aujourd'hui. Donc, vous allez avoir deux présentations par deux personnes conférencières, probablement que vous connaissez bien. Alors, Marc Blumans, qui est biophysicien, et Richard Langevie, qui est juriste et sociologue. Alors, les deux vont faire des présentations et on va évaluer avec vous. Est-ce que vous avez besoin qu'on prenne une période de questions immédiatement par cette présentation? On évaluera, ou si vous voulez qu'on le fasse globalement, ça vous appartiendra. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Marc, qui fait la présentation « Les hydrocarbures au Québec. Êtes-vous chez vous? » Merci, Marie-France. Oui, ça me fait plaisir de revenir à Drummondville. La première fois que j'étais venu, c'était au mois de janvier 2011. On avait fait la première page du journal régional L'Express. On peut reconnaître des gens du moratoire d'une génération qui avaient fait la marche de Rimouski à Montréal, des gens de Trois-Rivières et le porte-parole du comité de vigilance de l'époque, M. Paul Legault et Serge Fortier. Donc, mon exposé d'aujourd'hui va se diviser en quelques chapitres. Je vais évidemment revenir sur tout ce qui s'est passé dans le dossier du gaz de schiste au Québec. Je vais essayer quand même de ne pas trop m'étendre, mais ça va vous faire au moins un survol. Je vais, au travers de cela, essayer de vous faire comprendre la loi des hydrocarbures, quelle est un peu sa genèse, pourquoi on a une loi sur les hydrocarbures à l'heure actuelle. Je vais ensuite parler du territoire du Québec dans sa globalité, mais également du territoire dans les environs de Drummondville. Et pour ce qui est du projet de loi 106, je vais laisser surtout la parole à Richard Langelier, mais moi je vais présenter quelques réactions de ce projet-là. Et puis, je vais parler d'autres projets d'hydrocarbures au Québec qui sont vraiment importants, que vous en connaissiez un peu la teneur. Donc, je commence tout de suite. Pour vous signaler qu'au mois de juin 2010, la ministre de l'époque, Nathalie Normando, qui était ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, faisait une campagne pour promouvoir les gaz de schiste. Elle disait ici dans le Devoir qu'il y avait un rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer et qu'il y avait tellement de gaz naturel, de gaz de schiste au Québec, qu'il y en avait assez pour combler nos besoins pour nos 200 prochaines années. Les citoyens se posaient beaucoup de questions, ont commencé à se réunir. Il y a eu une première manifestation à Saint-Bruno de Montarville, il y avait 50 personnes. Le but de leur manifestation, c'était de demander à ce qu'il y ait un moratoire, ou à tout le moins qu'il y ait un bureau d'audience publique qui se penche sur la question des gaz de schiste, ce qu'on a obtenu cette journée-là. Un mois plus tard, le premier ministre Charest déclare en Chambre « Il n'est pas question de mettre les freins sur le développement », en faisant référence toujours au gaz de schiste. La ministre Normando revient à l'émission phare, tout le monde en parle, et elle dit pourquoi le gaz de schiste, pourquoi c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer? Parce que, évidemment, il faut préserver nos systèmes de santé et d'éducation, il faut faire du cash, c'est les mots exacts qu'elle a utilisés. On va voir plus loin s'il y en est. Le premier ministre, M. Charest, à l'époque, qui, toujours invité à tout le monde en parle, parce qu'évidemment, il y avait tellement de discussions au sujet du dossier du gaz de schiste qu'il fallait qu'il s'adresse au plus grand nombre. Et ce qu'il a dit à ce moment-là, et il y a des références avec la loi dont on parle aujourd'hui, la loi 106, c'est qu'il dit « On va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde ». Il déclare ça à 3 minutes 40 de son entrevue avec M. Lepage. À 5 minutes 50, il dit toutefois, on n'est pas des experts dans le gaz de schiste,
Le gouvernement, on ne connaît rien là-dedans. Et pourtant, à peine 2 minutes plus tard, il dit « C'est déjà encadré et pour l'essentiel et pour l'avenir, cela sera amplement encadré. » Signifiant par là que, bon, même si on n'a pas de loi des hydrocarbures, faites-vous-en pas, on encadre déjà l'industrie gazière au Québec. Même si on ne connaît rien là-dedans. Ouais. Février 2011, il y a un rapport du BAP, parce qu'évidemment, il y a eu le BAP qui a débuté l'automne précédent. Au mois de février, à la fin du mois, le rapport sort et ce qui conclut de ce rapport, c'est qu'il y a beaucoup de réponses qui manquent. Et puis, on aurait besoin de procéder à une évaluation environnementale stratégique, c'est-à-dire à un super BAP, si on dit un super bureau d'audience pour aller chercher le maximum d'études scientifiques. Pendant ce temps-là, les citoyens se mobilisent, s'organisent, et on manifeste à Montréal le 18 juin 2011. Il y avait quand même une foule qu'on pourrait estimer à 15 000 personnes. On peut reconnaître Martine Ouellette à l'avant avec Pauline Marois et les coordonnateurs du regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent. Ça va en grandissant le mouvement. Le 22 avril, évidemment, c'est pas juste des opposants au gaz de schiste, mais si on regarde, ça forme comme une main, si on regarde le majeur, c'est principalement des opposants au gaz de schiste qui composaient ce doigt-là. Ça avait été organisé par Dominique Champagne à l'époque. Malheureusement, ça s'est un petit peu terminé là, la mobilisation, parce qu'on s'est mis à croire qu'il y avait un moratoire sur le gaz de schiste au Québec. Et ça a commencé à la fin de l'année 2011, quand le groupe Équiterre a fait un bilan annuel et dans leur clip, ils déclaraient que tout avait été gagné sur le gaz de schiste, qu'il y avait un moratoire, etc., etc. Évidemment, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le ministre Blanchette de l'Environnement, le ministre du Parti québécois, du gouvernement Marois, qui parlait qu'il y avait aussi, qui voulait faire un projet de moratoire. Donc, évidemment, tout cela a contribué à faire de sorte que les principaux commentateurs, les intervenants, que ce soit du milieu écologique, universitaire, etc., ont cru qu'il y avait un moratoire sur le gaz de schiste, et même quand on parlait à des fonctionnaires des ministères concernés, il n'y avait pas peur de nous dire « Non, non, il y a un moratoire, inquiétez-vous pas. » Puis nous, on demandait « Il est où le moratoire? » On ne le voit pas. Parce que, ici, par exemple, un exemple, 26 avril 2012, dans Le Devoir, c'est la compagnie Junex qui parle d'un programme de forage anticosti. Si on regarde plus tard, le ministère des Ressources naturelles émet des permis de forage pour Junex à Gaspé. On continue ici, toujours Junex Anticosti lance ses activités d'exploration pétrolière. Bien évidemment, pour le faire, il a fallu que le ministère accorde des permis pour des levées sismiques. Donc, moratoire, où es-tu? Un peu plus tard encore, Rimouski Petrolia annonce dans un communiqué de presse qu'elle a obtenu les permis de forage pour le puits Aldénon numéro 4, celui dont on parle beaucoup. Et comme je vous disais tout à l'heure, le ministre Blanchette dit, ben là, il est temps qu'on établisse un moratoire. Le moratoire dont il était question, c'était le projet de loi 37. Et si vous regardez la zone ici à l'intérieur du contour rouge, c'était la zone qui était protégée par ce moratoire. C'est pour ça que c'est un moratoire pour le gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Mais ça ne couvrait pas Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Lac-Saint-Jean, Anticosti, etc. Ni l'Estrie d'ailleurs. Donc, c'était un projet de loi partiel qui n'a pas été adopté. Ce qui n'empêche pas Radio-Canada et des grands organismes, comme ici c'était RDI, dans un téléjournal, de dire qu'il y a un moratoire qui est consolidé, puis c'est écrit « zone touchée par le moratoire », vous regardez toutes les basses terres du Saint-Laurent, seraient toutes sous moratoire. Sous moratoire. Heureusement, il y avait
quelques citoyens informés. Ici, on reconnaît Jacques Tétrault, il y a encore Martine Ouellette, il y en a d'autres que vous connaissez encore plus parce qu'ils sont de la région, comme Richard Chartier et d'autres, qui ont déposé une deuxième quantité de formulaires d'opposition à l'entrée des gazières sur le territoire. C'était l'opération Vous n'entrerez pas chez nous. Et ce qui nous donnait raison, c'était finalement le deuxième rapport d'un BAP, parce qu'il y a eu un deuxième BAP sur la question des enjeux du gaz de schiste. Et la commission du BAP a constaté qu'il n'était pas démontré que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres, avec la technique de fracturation hydraulique, serait avantageuse pour le Québec en raison de l'ampleur des coûts et des externalités potentielles par rapport aux redevances qui seraient perçues par le Québec. C'est très résumé, je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que le rapport du BAP montrait une fois de plus que les citoyens avaient vu juste. Et c'est pourquoi le lendemain, ou le surlendemain, au téléjournal, le premier ministre Couillard affirme à Céline Galipeau qu'il n'y aura pas d'exploitation du gaz de schiste au Québec. C'est ce qu'il dit. Sauf que le lendemain, il dit le contraire. Donc, Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, refuse d'imposer un moratoire sur les activités de fracturation, craignant de tuer tout espoir de développement du gaz de schiste au Québec. Je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte. Je veux que les portes restent ouvertes. Et on va le voir par la suite que les portes étaient vraiment ouvertes. Donc, 2014-2016, on ouvre la machine. Évidemment, il y a une petite partie du gouvernement marois qui a contribué. Ici, on voit la première ministre avec le ministre des Finances qui sont en train de fêter, un petit peu en tout cas de souligner le partenariat avec la compagnie Petrolia, Morel et Prom, etc., dans ce qu'on appelle aujourd'hui hydrocarbures anticaustique. Donc, quelques mois plus tard, le Parti libéral est élu au gouvernement. Et le 30 mai, il établit un plan de marche pour tout ce qui concerne les hydrocarbures. Il dit, inquiétez-vous pas, que ce soit le gaz, le pétrole de schiste, le transport d'hydrocarbures, on va tout régler ça, on s'en occupe. Donc, il dit, on va faire toute une série de consultations, encore là, de BAP, DES sur la question. Mais, bien avant les résultats de ces études-là, le 16 juillet, David Hurtel, ministre de l'Environnement, fait adopter un règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, ce qu'on appelle le RPEP, qui spécifie qu'on n'a pas le droit de forer un puits de gaz à moins de 500 mètres d'une prise d'eau potable ou à moins de 400 mètres sous la base d'un aquifère, c'est-à-dire la distance verticale, on ne peut pas forer plus proche de la surface, plus proche des aquifères que 400 mètres. Donc, c'était les deux valeurs à retenir. Le 31 juillet, donc ça va vite, hein, 2 semaines plus tard, le ministère émet les lignes directrices provisoires sur l'exploration gazière et pétrolière, qui fait quand même 214 pages, et qui donne aux gazières un cadre de référence pour leur fonctionnement, à savoir si vous forez, ben, tenez compte de telle distance séparatrice, si vous allez chercher de l'eau, ben, tenez compte dans vos prélèvements de l'étiage dans certaines rivières, etc. Donc, c'est comme déjà un aperçu de ce que pourraient être les futurs règlements qui encadrent l'industrie. Un an plus tard, à la lumière d'une étude de l'agence EPA, l'Agence américaine sur l'environnement, qui dit qu'aux États-Unis, il ne faut pas trop s'en faire, les nappes phréatiques n'ont pas été contaminées partout. Donc, ça n'a pas été des dommages à grande échelle. Donc, c'était des conclusions, d'ailleurs, qui ont été contestées par les auteurs mêmes du rapport. Donc, on n'en est pas sorti. Cette étude-là a commencé en 2010, on est rendu en 2016 et elle n'est pas terminée encore. Mais les représentants de l'industrie ont dit tout de suite, parfait, vous voyez bien, on continue, on est prêt, on va bientôt faire des projets pilotes dans les régions, différentes régions des basses terres.
D'ailleurs, ça va paru dans le Courrier Sud et l'article est intitulé « L'industrie contre-attaque ». Et là, on arrive en 2016. La politique énergétique 2030 est présentée publiquement par le ministre Arcan et Mme Anglade, etc. Et dans ce document de papier glacé à une présentation parfaite, mais avec peu de contenu, il est dit qu'il va falloir tenir compte de l'ensemble des filières, qu'on a besoin d'énergie au Québec, qu'il faut penser aux hydrocarbures, etc. Mais ce qu'il faut noter dans cette politique-là, c'est qu'au niveau législatif, il va y avoir 2 changements. Premier changement, on va créer un organisme qui va viser la transition énergétique et qu'on appelle Transition énergétique Québec. Deuxième chose, c'est qu'on va reviser les rôles et les règles de la Régie de l'énergie. Très bien. On ne parlait pas d'une loi sur les hydrocarbures. Le 30 mai, il y a les rapports des CES dont je vous parlais tout à l'heure qui ont été rendus publics par le ministre. Malheureusement, ça a comme passé sous le radar. On n'a pas vraiment entendu parler. Ça n'a pas été analysé par les experts ou alors on ne leur a pas laissé la parole. Chose certaine, on est au 30 mai et à peine une semaine plus tard, nous arrive la loi 106 qui va mettre en œuvre la politique énergétique. Mais là, ce qui est de nouveau, c'est que là, on rajoute une couche, c'est qu'on a création de Transition énergétique Québec, révision de la Régie de l'énergie, mais on élabore une loi sur les hydrocarbures. En fait, elle est plus qu'élaborée. Le projet de loi 106 institue la loi sur les hydrocarbures. Donc, un petit recul en arrière sur la loi sur les hydrocarbures. Vous vous rappelez déjà en 2010, Jean-Yves Lavoie, qui était à l'emploi du ministère des Ressources naturelles et de la Faune à l'époque, parlait des différents projets en Gaspésie. Et puis il disait, les compagnies ne sont pas en production, mais en évaluation. La loi ne détermine aucune limite à cette période d'évaluation, puisque aucun gisement n'est pareil. Cette question fera partie des points revus par la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui doit être déposée en 2011. Et même la ministre Normando avait dit 2010 à l'époque, mais bon, on est en 2011. Une loi sur les hydrocarbures s'en vient. On l'a entendu, c'est pas arrivé. Arrive changement de gouvernement Marois. Il doit déposer au plus tôt en décembre un projet de loi qui va encadrer l'exploitation du pétrole et des autres hydrocarbures au Québec. Octobre 2013. Bon, qu'est-ce qui est arrivé les mois après? Est-ce qu'ils n'ont pas été capables de s'entendre avec les autres partis? Je ne sais pas, parce que c'était un gouvernement minoritaire, il faut quand même le dire. J'en sais pas plus. Sauf que pendant ce temps-là, en coulisses, les compagnies gazières continuent de faire du lobbying auprès du gouvernement. Ici, il y avait un article d'Alexandre Shields qui disait qu'il y avait 9 lobbyistes de l'Association pétrolière et gazière. Il y en avait 50 au total, qui font valoir les intérêts des pétrolières dans le cadre de l'élaboration de la future loi sur les hydrocarbures. Donc, nous, on est là, on n'est pas au courant autour de ce qui se passe, mais eux sont sur la colline parlementaire en train de discuter avec les principaux intervenants. Et quel est leur objectif? C'est que les dispositions législatives et les orientations prévoient un régime de redevance compétitif pour les entreprises exploitant les hydrocarbures au Québec et des modalités qui favorisent le développement sécuritaire de l'industrie des hydrocarbures au Québec. Le développement sécuritaire des industries, c'est pas écrit des citoyens, mais bon, c'est un peu une drôle de formule. Mais finalement, ce qu'ils désirent, c'est que les hydrocarbures occupent une place plus importante dans la nouvelle stratégie énergétique du Québec. Janvier 2014, on est environ 2 ans et demi avant le projet de loi 106. Il y a très peu de commentaires à cette époque-là de la part que ce soit des experts ou ici c'est un maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui lui se questionne
le 17 juin 2014, il dit « On veut avoir les pleins pouvoirs, non seulement sur le périmètre urbain, mais sur tout aménagement qui touche notre territoire. Cela comprend les milieux humides, etc. » Et lui aussi faisait mention d'une future loi sur les hydrocarbures, puis il dit « Écoutez, là, la loi sur les mines, on n'a pas tout gagné, mais là, s'il y a des hydrocarbures, qu'est-ce qu'on fait? » Il se posait la question déjà à ce moment-là, en juin 2014. Évidemment, le ministre Arcan, entre-temps, se fait rassurant. Ici, 19 février 2015, il dit « C'est clair que l'opinion des municipalités sera prise en compte dans la future loi sur les hydrocarbures. » On verra tantôt avec Richard Langelier s'il y en est. Il y aura des redevances pour les municipalités. Puis, selon lui, Philippe Couillard a déjà promis un retour de 40% aux municipalités par rapport aux redevances versées à Québec. Donc, si Québec reçoit 40 millions, ben, il y a 40% de ce 40 millions qui reviendrait aux municipalités. Mais il rajoute, il faut noter qu'actuellement, Québec ne reçoit que des revenus très minimes pour donner les permis d'exploration. Il utilise même le terme « donner ». C'est vrai qu'à 18 hectares, là, ça ne rapporte pas énormément. Fait que voilà pour la petite histoire du projet de loi 106. Je vais maintenant parler du territoire des licences d'exploration, mais si vous avez une question ou deux, je serai prêt à les prendre. Sinon, on continue. Donc, pour le territoire,